merci encore de votre présence et merci Denis de faire le plaisir d'être présent pour cette séance de Bastille. D'abord merci beaucoup pour ce que j'appelle un beau film qui mène sa barque formelle et thématique, me semble-t-il, de façon très fine et habile. Quel a été le moteur et l'origine du film? Le moteur, c'est vraiment sur l'exil. Après mon dernier film qui s'appelait Geronimo, j'avais envie de faire un film sur l'exil, mais ça fait très très longtemps, ça fait au moins depuis les années 83 à peu près, où j'ai découvert la musique rebetiko, la musique grecque ou turque, parce que c'est aussi inspiré beaucoup du séjour des Grecs en Turquie. Et donc j'avais vraiment envie de faire un film sur l'exil depuis très très longtemps, et en mêlant le rebetiko. Mais je ne pouvais pas le faire comme ça, parce que je ne suis pas grec, moi je fais des films, il y a de la musique, mais la musique, ça me concerne. C'est toujours dans le bassin méditerranéen, chez moi, là-bas, en Algérie, avec les gitans, les berbères, la musique arabe, et tout ça. Donc là, c'était loin de chez moi, et en même temps, là où c'était formidable quand j'ai découvert cette musique, c'est qu'elle était entre binaire et ternaire, c'est entre Orient et Occident. C'est exactement là où je veux me situer en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, c'est là où je veux me situer. Et donc, voilà, donc c'était au départ une musique que j'adorais, que j'ai tout le temps écoutée depuis les années 83. Je vous raconterai comment peut-être je l'ai découvert par un vieux monsieur turc qui m'a parlé de cette musique à Izmir dans les années 83. Et donc voilà, donc je n'ai pas fait, bien sûr j'ai écouté, j'ai essayé de faire des concerts, à chaque fois j'ai intégré des musiciens grecs, j'allais toujours en Grèce tout le temps, donc j'allais dans les cabarets rebetiko, j'adorais ça. Et après Geronimo, j'avais envie de raconter, de dire que qu'est-ce qu'apporte l'exil? Parce que le monde en ce moment, et surtout depuis que je suis né, j'ai ouvert les yeux avec l'exil. Donc le monde on parle toujours d'exil, les gens partent toujours, mais ils ne reviennent pas vraiment, toujours, ils ne reviennent pas, ils partent. Et donc en partant, comme moi je suis parti aussi, qu'est-ce qu'ils amènent? On amène quoi? On apporte toute sa culture dans le pays qu'on intègre. Pas qu'on intègre, on arrive, et peu à peu on intègre, on est obligé de l'intégrer. Hein. On est obligé. Et donc, sinon, on n'est rien. Donc, et donc voilà, donc apporter sa culture dans le pays qui est le... Moi, c'est pas pareil, parce que je viens d'Algérie, l'Algérie était française, je suis de culture française, je suis aussi de culture berbère, je suis aussi de culture gitane par ma mère, donc c'est pas pareil. Mais quand même, la France, bon, j'avais jamais vu de ma vie, à part qu'on nous faisait l'école, quand on apprenait à l'école, nos ancêtres les Gaulois, c'est vrai qu'on le faisait, nos ancêtres les Gaulois, hein. Et nous, on apprenait l'histoire de France plus que l'histoire d'Algérie, que je ne connais absolument pas. Et donc, mais quand même, c'est une culture vaut une autre. Il faut garder sa culture toujours, comme moi j'ai gardé la culture berbère, la culture gitane, toujours, mais aussi la culture française, l'autre culture, celle-là qu'on m'a donnée, elle vaut aussi une autre. Les cultures, c'est beau. Voilà, et je voulais absolument faire un film sur quelqu'un qui apporte sa culture dans un pays. Et donc, il n'y a pas mieux, à ce moment-là, après Geronimo, je sentais que ça m'a commencé à vibrer dans le monde. Il y avait trop de gens, il y avait trop de choses, il y avait trop de lois, contre les immigrants. Il n'y avait pas encore tous les immigrants, hein. Mais je sentais que ça marchait, que commençait à vibrer, ça ne marchait pas. Et donc, je me suis dit, c'est le moment pour moi de montrer que l'exil apporte quelque chose. Non, excuse-moi. C'est un peu... Je vais faire rebondir sur ça. Mais c'est le rebetiko.
On peut parler jusqu'à demain. Hein. Oui, je voulais y aller dans votre sens. C'est ce que j'ai apprécié dans le film. C'est que la musique est à la fois un ancrage pour garder ses racines et en même temps un moyen de partage universel. Quand on est en Grèce et qu'on écoute le rebetiko il est partout. D'accord? Et donc, il apporte cette musique-là, la musique qui appartenait à des gens qui étaient en Turquie, qui étaient chassés par la guerre d'Atatürk. Il y avait une guerre qui était déclarée par les uns et les autres, mais c'est Atatürk qui a tout mis tout le monde à la mer, un peu comme les Syriens aujourd'hui. Et donc, tous les immigrants qui étaient, tous les Grecs qui habitaient là depuis 200 ou 100 ans, 200 ans ou même plus, avaient une culture. C'était la culture turque. Ils parlaient turc, ils écrivaient, ils parlaient turc, bien sûr grec aussi. Ils écoutaient de la musique avait un côté ternaire turc, et eux, c'était binaire plutôt, et donc en partant, c'est ce qu'ils ont amené. Pour moi, c'est la plus grande des richesses. Voilà. Il n'y a pas plus beau que ça. Je pense que c'est pour ça que, quand je reviens encore à la musique rebetiko, que quand tous les Grecs étaient... Je ne veux pas faire l'histoire grecque, c'est pas mon histoire, mais bien que j'adore, j'aime beaucoup la Grèce, et je la respecte telle qu'elle est aujourd'hui, même telle qu'elle est aujourd'hui, et aussi cette culture. Mais c'est quand même, c'est une musique extraordinaire, le rebetiko. C'est une musique qui mélange les deux, l'Orient et l'Occident, et surtout le texte. C'est le texte qui est formidable. C'est le texte, il est plus fort, je pense qu'il est plus fort que tous les exils que j'ai eus, parce que j'ai suivi pas mal d'exils dans l'histoire. Mais le texte rebetiko, c'est un texte pas de revanche, c'est pas un texte de violence, c'est un texte qui refuse. Il refuse la loi, il refuse, c'est un texte qui même encourage même les gens qui vont en prison tellement ils sont en colère, tellement les rebelles sont des gens qui sont en colère dans la façon dont ils font de la musique. Et ils l'ont inventé totalement, évidemment en s'inspirant de la rythmique et de textes qui étaient avant turcs. On peut pas le nier ça. C'est un peu comme les Pinoirs, un peu comme quand ils sont partis d'Algérie. Ils sont inspirés pour la nourriture, donc on apporte des choses. On est d'accord que les Pieds Noirs, ils ont apporté quand même pas mal de choses en France, de choses d'Algérie. Et donc voilà, on peut le dire, ça on peut se dire des Grecs, mais on peut le dire aussi des Espagnols. Les Espagnols, quand ils sont venus en France, ils ont apporté des choses. Ils n'ont pas aujourd'hui, encore, ils ont apporté quelque chose, ils ont été beaucoup refusés. Comme les Grecs, ils ont été très durs à s'adapter dans la propre Grèce. Ils étaient dans les bidonvilles qu'ils ont créés un peu partout à Thessalonique, dans le Pirée, partout. Il y avait beaucoup de pauvreté chez les gens qui partaient là. Moi, j'aime bien quand un peuple part, c'est qu'il donne. Moi, j'aime bien quand il arrive quelque part, c'est qu'il donne. Voilà. Je n'aime pas l'histoire de racisme, je n'aime pas le rejet. Je ne veux plus en entendre parler. Je voulais savoir si la chanson sur le vin et le hashish, c'était une chanson traditionnelle ou si c'est une chanson que tu as composée. C'est une chanson traditionnelle. La musique, elle est traditionnelle, elle est turque. C'est Aman Doktor. D'accord. Et par contre, le texte, il est aujourd'hui, et je voulais absolument qu'il soit ancré dans l'histoire d'aujourd'hui, dans la politique d'aujourd'hui, du monde dans lequel on est. D'accord. Et c'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est de l'humour. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, docteur, soignez-moi, c'est un peu ça. C'est son âme qui est blessée, c'est son âme qui est blessée. Et lui dire, vas-y, fais me voir. Mais pourquoi pas? C'est ça, c'est en ça où je dis que le rebetiko est fort. Parce qu'il dit des choses. Il ne pousse pas à l'ivresse, il ne pousse pas à la maladie, il ne pousse pas aux gens à se suicider, c'est pas ça. Mais j'aime beaucoup cette façon qu'ont les rebelles de parler de l'ancienne histoire et pendant quand ils sont dans les cabarets, de parler au présent et de dire que vous avez parlé des choses comme ça. Merci.
Mais je ne suis pas un spécialiste de la Vertigo. Hein. Non, Moi, je fais des films sur les gens. Hein. Et ces danses orientales, c'est vraiment aussi oriental? Ah oui, la danse orientale qui vient de Turquie, c'est dansé partout, c'était dansé dans tous les cabarets, dans toutes les tavernes à Vertigo. Les déchetteries, hélas, vous les avez tournées sur place ou vous les avez reconstituées? Les pelures que laissent les pauvres migrants? Non, j'ai jamais rien reconstitué. Donc vous êtes allé sur place? Je suis allé sur place, oui. Je suis resté pas mal de temps. Je suis allé sur place, je suis allé avant, bien avant, pour faire des repérages sur la musique en Turquie et évidemment partout en Grèce. Et j'étais suivi, si vous voulez, par l'histoire. J'étais là, quand tout est arrivé, j'étais présent. Et donc, il n'y a rien dans ce film-là que j'ai reconstitué, comme j'avais dit, c'est-à-dire que je ne voulais pas de l'émotion facile, l'émotion qui fait faire de l'émotion pour faire pleurer des gens. Je voulais absolument, quand s'est éclaté cette histoire-là, pendant que je terminais d'écrire l'histoire des migrants, je ne voulais pas les filmer. Je ne voulais pas aller les filmer ou les reconstituer, parce que je me voyais mal, avec une équipe de cinéma, en train de pousser une embarcation, une barque pneumatique avec des enfants, des femmes, des hommes, et un machiniste de cinéma qui pousse, et moi qui filme derrière. Il y a quelque chose de vulgaire. Et je ne voulais surtout pas toucher à ça. Et tout ce que j'ai filmé, ce sont des traces. C'est à partir de traces que j'ai accepté de filmer ce qui se passait dans l'histoire des migrants. Sinon, je ne le filmais pas. Donc, et les traces, c'est ce que j'ai appris quand il y a eu des grandes guerres. C'est ce qu'on a appris, c'est la dernière guerre. C'est par les traces que j'ai appris qu'il y avait des juifs qui étaient, et des Ziganes et d'autres, dans les camps nazis, par ces fameux énormes des chaussures, des montagnes de chaussures dans le film d'Anna René qui s'appelait Nuit et brouillard. Et donc c'est par les traces qu'on sait les choses. On n'y va pas direct comme ça à rajouter sur l'émotion et faire du pathétique aux spectateurs. Ça je ne l'ai jamais fait. Mais par contre mon histoire, l'histoire de ce film a quelque chose de juste. Comment vous est venue l'inspiration du second rôle finalement, cette jeune qui vient d'une banlieue française et en fait elle a vraiment un rôle très important aussi. Ce personnage ne pouvait pas ne pas exister parce qu'il y en a partout et c'est un personnage qui raconte notre temps présent aujourd'hui là encore. Et par contre pour moi c'est sûr c'est une apprentie islamique, une apprentie de ce qui se passe en ce moment. Et j'allais pas le dire, j'allais pas le souligner. J'ai compris, moi. Elle a 18 ans, elle est là-bas, c'est un prétexte d'aller aider les gens à Gaziantep, comme plein de gens, et de se retrouver à Istanbul, c'est pas du tout un hasard. Et donc le fait qu'elle allait là-bas, quelle est sa motivation d'aller là-bas, de s'engager et tout, c'est un autre film. C'est pas le film que je voulais raconter. Ce film-là, c'est pas moi les bien. Mais par contre, elle, oui, elle m'intéresse. Parce que le fait qu'elle se revendique de la banlieue, c'est que quelque part, qu'elle a mal, quelque part, elle a quelque chose dans sa tête qui est du domaine de l'oubli. On peut pas se dire qu'on vient de la banlieue, ça a quelque chose. C'est-à-dire, on peut être fier de venir dans la banlieue. Il faut être fier de venir. Moi, j'étais fier de venir d'un bidonville d'Alger. Et je le dis, je le revendique. Mais il faut être fier aussi de venir des cités. Mais par contre, dire que dans un pays comme la Turquie, dire à quelqu'un, moi je viens de la banlieue, c'est que ça a quelque chose de bizarre. Ça sonne pas. Ça sonne quelque chose d'autre. Et donc voilà, donc c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans ça, et en même temps, il le fallait.
Il fallait, elle a 18 ans, très jeune, et c'est sûr et certain qu'elle a tous les symptômes de notre époque d'aller là-bas. C'est sûr et certain. Et donc, le fait de ne pas le dire, c'est garder le mystère. De toute façon, quand on fait du cinéma, on est obligé d'écouter ses maîtres. De temps en temps, Hitchcock, par exemple, disait que dans tous les films, c'est très important d'avoir un personnage qui a du mystère. Parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire dès qu'on avance. On dit, tu vas où? Oh, je vais aller me battre. Tu vas te battre contre qui? Hein? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis sûr, je suis pour que le spectateur fasse son travail interne, comme il veut, le temps qu'il veut. Mais, et tout, moi, tous les films que je fais, c'est comme ça. Je fais jamais, je déteste, je déteste l'émotion facile. Je déteste faire pleurer avec la facilité. Madame parlait de l'actrice Daphné Patakia. Mais ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime bien venir dialoguer un peu avec le public, parce que c'est pas un cours de cinéma. Je ne donne pas des cours de cinéma. Mais par contre, s'il y a des choses qui sont utiles à comprendre, c'est très très intéressant. Quand on écrit un scénario, moi j'ai écrit ce scénario, j'ai mis 3 ans à l'écrire, et je voulais, dans l'époque où j'étais il y a 3 ans, jusqu'au tournage, je voulais qu'elle soit la plus belle fille du cinéma. Je voulais qu'elle soit celle que j'ai jamais filmée presque. Qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle physiquement, mais qu'elle est douée de plein de choses, qu'elle soit humaine, qu'elle est non violente. Et donc je voulais la charger de choses que moi j'aime, de musique et tout ça. Et donc voilà, donc j'écris des scénarios, je m'inspire de moi, de ma vie, de choses que j'ai vécues, des ciganes aussi, c'est très important. Et puis au fur et à mesure où j'écrivais, l'actualité me faisait descendre par le bas, mais très bas, très très bas. Et donc vous n'avez pas envie de faire des films quand vous entendez des choses que j'ai entendues, ou ce qui s'est passé il y a 2 ans, et après, bon, après j'ai repris le scénario bien sûr, et j'ai vu sur mes portables, j'ai vu sur les portables de mes copains, l'actualité des immigrants, qui sont des gens de l'Orient qui sont partis un peu partout. Et j'ai vu ces milliers et des milliers de gens partir comme ça en masse dans la mer. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fier de regarder, et surtout qui vous descend à la bas. C'est-à-dire une humanité que vous n'avez pas envie de partager. Vous n'avez pas envie de partager ça. Mais en même temps, c'est horrible. Vous avez envie d'y aller, de sauver des gens, mais on ne peut pas faire ça. Et donc, on ne peut pas faire ça, un film avec ça. Parce que il ne faut pas faire de film avec ça. Ça, c'est la réalité, il faut en parler. Mais le film, l'émotion, tout ça, ça c'est autre chose. Et donc voilà, donc j'ai à nouveau arrêté le scénario. Et franchement, j'avais pas envie du tout. J'étais un peu comme... vous n'avez pas envie de faire du film, vous n'avez pas envie de faire de l'art quand vous voyez des choses comme ça. Vous avez envie d'agir. J'avais envie plutôt de rencontrer des gens, des jeunes, de voir qu'est-ce qu'ils font, plutôt ça. Et donc j'ai continué mon scénario plus tard, 3 mois après, parce que j'aimais le personnage. Je m'accrochais au personnage. Mon personnage, c'était la clé qu'il me fallait pour mon nouveau film, et surtout parce que je l'aimais et je voulais absolument qu'elle soit le symbole de la jeunesse. Mais pas moi faisant un film de jeunesse, c'est pas jeune. Mais par contre, lui donner la parole, avec toutes les situations du monde qui étaient en train de se passer, donner la parole à une jeune fille de 22 ans, et lui permettre d'exister et de faire, de dire des choses, des fois avec des propres mots, des fois avec mes propres mots, et tout ça. Mais par contre, c'est l'histoire d'une jeune femme de 22 ans, qui est dans son monde aujourd'hui. Et donc j'avais vraiment envie de finir le film et de faire ça. Et donc voilà, donc j'ai réussi à le faire, à réussir à y aller, tourner à Lesbos, là où c'était mon endroit, c'est là où je voulais tourner.
c'est-à-dire à Lesbos, c'est entre la Turquie et la Grèce. C'était exactement ce que je disais pour le Rebetiko. Tous ces Grecs qui partaient, ils partaient à 8 km. Hein. À côté de Lesbos, c'est à 8 km. Et donc voilà, donc j'ai pas lâché, et donc en trouvant que, en fin de compte, en racontant, parce que vous pouvez pas voir des gens, des milliers de gens en train de souffrir dans le moment présent et ne rien dire. Même en étant cinéaste. Donc voilà, donc moi je refusais de le dire, je refusais de le montrer, donc il fallait que je trouve les traces. C'est à partir du moment où je me suis dit, je vais filmer les traces de tous ces gens, des milliers de personnes, plus d'un million, pratiquement, je crois que c'est près d'1 million, des gens, leurs traces, ça se voit. Ils laissent des traces. Et donc voilà, donc à partir du moment où je me suis dit que je vais filmer les traces plutôt que les gens, plutôt que les Syriens, plutôt que les Afghans et tout ça. Et donc à partir du moment où j'ai trouvé ça, après, à ce moment-là, j'ai commencé le film. J'ai commencé vraiment le film. Mais, et donc j'avais le scénario, j'avais moi je tourne, je suis un artisan du cinéma depuis 30 ans. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui demande beaucoup d'argent. Mes films, il faut quand même de l'argent, mais j'arrive à faire mes films tous les 3 ans. Et donc voilà, donc je commence à faire la préparation de mon film, et j'avais pas d'actrice. J'avais pas d'acteur. Les acteurs, j'avais peut-être vaguement les Grecs, un peu, Solon Lekas, oui, il est bien. Oui, ils sont bien aussi. Oui, mais le rôle principal, je ne l'avais pas. Sans le rôle principal, le film ne tenait pas. Et donc voilà, donc je réalise, comme tous les réalisateurs à un certain moment, que c'est très facile d'être devant son bureau, à sa table, et vous écrivez tout. Vous dites plein de choses sur un personnage que vous avez envie, et tout ça, vous le chargez de choses, de talent, de trucs. Et à un certain moment, arrive la réalité, et le trouver où? Je vous assure que ça, c'est comme si je cherchais de l'eau dans le désert. C'est comme si je me disais, tiens, tu vas au Maroc, là, vers Daman, là, il y a un grand désert, et tu vas essayer de trouver de l'eau, ça nous intéresserait. C'est angoissant, à un certain moment. C'est limite l'abandon du personnage, ou l'adaptation, on refait le personnage en enlevant tout, en gommant tout. Voilà, donc je l'ai trouvée, elle était en Grèce. Alors que j'ai cherché pendant 6 mois, plus de 6 mois, à Athènes, un peu partout, à Thessalonique, chez les petits acteurs, chez les non-acteurs, chez les Rebetiko, les jeunes. Parce que maintenant, le Rebetiko est repris par les jeunes grecs et les jeunes turcs. Toute la musique, elle est reprise. Et elle est rajeunie, à l'époque actuelle, elle est rajeunie par notre histoire actuelle. Et donc voilà, donc, elle était en grec, c'est quelqu'un qui m'a dit, il y a une fille bien, elle avait 22 ans, et donc je l'ai fait venir à Paris, et elle savait absolument pas chanter, pas danser, elle savait pas jouer de la musique, et elle était belle, ce qui me gênait. Je voulais qu'elle soit toute... Je la voulais un petit peu, genre Gilia Tamassina, la femme de Fellini dans la strade, un peu pas à droite, quoi. Et à un moment, je lui ai dit, tu ne peux pas marcher pour que je vois comment tu marches, parce que je n'aime pas faire des castings aux acteurs dans un bureau, parce que c'est pas leur rendre service. Ils sont pas bons, ils peuvent pas être bons. Personne ne peut être bon dans un bureau. Alors que normalement, ils doivent jouer dehors. Et donc voilà, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux marcher, juste marcher? Et donc elle a marché de dos, elle est partie, elle est revenue. En partant, j'ai vu qu'elle avait une démarche à la Chaplin. C'est-à-dire que ce qui est génial, ce qui s'est passé, c'est qu'elle marchait comme ça, un peu comme les enfants, un peu exactement Charlot. Et le fait qu'elle marche comme Charlot, tout d'un coup, j'ai eu énormément de tendresse pour elle. Et tout d'un coup, j'ai cru, j'ai dit, ah ben c'est génial, c'est formidable, une belle fille qui marche comme Chaplin. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le personnage pour moi. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours. Mais par contre, je voudrais quand même essayer de lui faire apprendre la musique, la danse orientale, surtout le baglama, ce petit instrument très petit. Il est très très dur.
pur, et le chant helvético, évidemment. Comme elle est grecque, elle fait tous les chants helvéticaux, mais par contre, elle ne savait pas parfaitement chanter. Tu vois, donc il y a des musiques orientales, ternaires, et tout ça, elle n'arrivait pas à mettre la musique ternaire dans sa voix. Donc c'est ce qui ça m'allait pas, et petit à petit, je lui ai appris, pendant qu'on travaillait et tout ça, à mettre la musique orientale dans sa voix. Franchement, elle est extraordinaire. Ah ouais, Elle est magnifique. Donc voilà, donc je l'ai échappé belle. J'étais pas déçu du tout par mon choix, parce que vers la fin du film, je lui ai écrit une scène violente, parce que je me suis dit que, évidemment, je me suis dit qu'il faut parler du problème grec. Je ne peux pas faire un film en Grèce, vers Lesbos, sans parler des migrants, et je ne peux pas faire un film en Grèce sans parler des Grecs. Mais par contre, il fallait faire très très attention, parce que ça aussi, pour moi, il fallait être très prudent. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais montrer. Et donc, voilà, donc c'est avec l'aide de Daphné, l'actrice, et aussi d'autres, comme Solon Lekas, le vieux chanteur génial qui est là. Ils ont une dignité extraordinaire, une dignité qui date des anciens. Je trouvais ça fabuleux. Et j'ai dit, c'est ça, pour moi, c'est ça la Grèce. Et donc, c'est ce que j'ai tenté aussi dans le film, de suivre, en étant prudent, évidemment, que c'est vrai que la situation grecque et les Grecs aujourd'hui ont la tête haute. Bonjour, moi je voulais dire que je suis très touchée de vous rencontrer et puis de rencontrer aussi votre âme gitane, parce que Merci. Dans tous vos films, je trouve ça extraordinaire. Hein. Merci. Et cette culture que vous transmettez, et voilà, puis avec un art terrible. Hein. Et donc je ne m'attendais pas du tout à voir un film contemporain aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais rencontrer ça. Et quand vous avez parlé des émotions, vous ne vouliez pas que ce soit trop larmoyant. Et il y a une dignité extraordinaire et je trouve que voilà, c'est transcendant. Je trouve que dans ces émotions qui ne sont pas larmoyantes justement, il y a une profondeur et c'est tellement profond que les frontières sont abolies en permanence. Ouais. Et puis c'est tellement contemporain, je crois que de toute façon les migrants, il y en aura de plus en plus, on ne pourra pas y échapper, donc on est confronté à ça. Et puis nous aussi, là, qui sommes tranquilles dans nos pays, on est obligé de faire s'effondrer les frontières de toute façon. On voit les gens dans la rue et puis voilà, dans vos films, il n'y a plus de frontières. Ouais, c'est ça. C'est très important que le cinéma et la musique, c'est très important qu'ils réunissent. Ils sont presque les seuls aujourd'hui à réunir les gens. Je parle des gens, pas des fantômes, de l'internet, pas la télé, pas tout ça. Et donc, c'est très important de continuer à faire des films. C'est ça qui m'a poussé de revenir et de refaire mon histoire encore. C'est très important de faire des films, c'est très important d'inviter les gens à voir votre film. Voir votre film, c'est pas pour que votre film soit plus beau, c'est pas ça. C'est partager le moment où moi j'étais en doute. Où moi j'étais en doute en disant que c'est pas possible. Ce qui se passe en bas de chez moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que devient la jeunesse, qu'est-ce que deviennent mes enfants. C'est ça. Et donc, le fait de le faire, la force de le faire, c'est vraiment celle du partage. Celle du partage de dire, un jour, on va être face à face avec les spectateurs. Moi, je ne vais pas être là. Ça va être le film qui va parler. Et on va discuter. Et je vais donner tout ce que moi, j'ai de plus cher. C'est la discrétion, l'humanité, pas de pathos. J'achète personne. Je vends personne. Et donc voilà, et le fait de faire des films comme ça, de faire Jam, c'est une façon de partager avec des gens et de les respecter. Et de leur dire ce que moi, comment à tel point j'étais affecté. J'étais affecté parce que j'avais vu à côté de mon quartier, et aussi par les migrants. C'est quand même des milliers de gens qui s'étaient dehors. Et donc, dehors, dans la mer, que je connais, où j'étais. Et donc, et après, au moment du tournage, quand j'ai fait les traces, j'ai été dans les gilets de sauvetage. Et dans les gilets de sauvetage, ce qui m'a répugné le plus, c'est pas les montagnes de gilets de sauvetage et tout ça qui est terrible, c'est une image qui est glaçante. C'est que c'était des faux gilets de sauvetage. À l'intérieur, quand on les déchirait pour regarder à l'intérieur, c'était une mousse qui flottait pas.
Il y en avait des milliers et des milliers de mousses comme ça qui ne flottaient pas. Parce que c'était trafiqué par les passeurs pour que ça coûte pas cher. C'est pas du tout des gilets de sauvetage Yamaha. C'était refait comme au théâtre. C'était un objet, un accessoire comme au théâtre. Il y en avait des vrais, mais dans la masse, c'était des faux. Et les bateaux aussi, c'était des faux. Si c'était carrément les gros bateaux noirs. Vous savez, les Zodiacs comme ça qu'on achète, ils ne sont pas noirs. Ils sont généralement jaunes, rouges, mais ils ne sont pas noirs. Dans la mer, c'est pour se voir. Le fait qu'ils soient noirs, c'est pour que les migrants, pousser les migrants dans la mer la nuit pour que personne ne les voit. Mais donc c'est fait bricoler par les ateliers de, je sais pas, quelque part en Turquie. Mais donc c'est que des bateaux de théâtre. Il y avait la colle encore et tout ça. Et c'est ces bateaux qui sont affaissés et qui ont sûrement noyé beaucoup de gens. Donc voilà, donc moi je raconte pas ça dans le film, je dis pas ce que je suis en train de vous dire, mais on le sent. On le sent quand on voit les gilets de sauvetage, et le fait que, moi je le sais, que les gilets de sauvetage étaient faux, et que les bateaux aussi étaient faux, ça me suffit. Et par contre c'était très bien que je le filme, et il reste comme souvenir, un mauvais souvenir. Dans votre film, un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est omniprésent, c'est la Turquie. Je voulais savoir comment s'était passé le tournage là-bas et comment vous avez abordé cet angle-là, pays de passage, pays d'origine. Alors la Turquie, j'ai fait pas mal de séjours. Moi j'aime beaucoup la Turquie depuis toujours. Hein. Et donc je suis allé pas mal de temps pour trouver de la musique. La musique, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. Ça a duré des mois, 2 ans. À partir du moment où j'avais décidé de faire un film là-dessus, sur le Ravetico, j'ai été chercher en Turquie. Après, aussi en Grèce, mais j'étais aussi chercher beaucoup en Turquie. Des musiciens, des textes, des sonorités, des thèmes, et tout ça. Mais par contre, j'ai essayé de m'éloigner un tout petit peu de l'ancien. Parce que c'est pas un vieux film que je faisais. J'allais faire un film nouveau, un film d'aujourd'hui. Donc c'était très important pour moi d'adapter certains textes, d'adapter certaines musiques. Et donc voilà, donc partout où j'étais, évidemment j'étais avec des amis, des Grecs, Turcs, pardon, c'était formidable. J'aime énormément la jeunesse turque. Vraiment. Et la jeunesse turque. Et donc j'ai un rapport très très fort avec la Turquie et aussi la musique turque, la culture et la jeunesse. Tous mes musiciens, c'est des gens que j'ai trouvés petit à petit partout. À Salonique, à Izmir, aussi à Istanbul. Et c'est des gens formidables. Et le choix de Simon Abkarian? Simon, c'est un éternel exilé. Tous les deux, on partage ça en moins, c'est qu'on a connu plusieurs exils. Et puis dans notre vie, on a connu plusieurs exils. Et surtout que lui et moi, on est très attachés à l'exil. Très attachés au mot exil. Je ne dis pas que l'exil c'est bien, attention. Hein. Je n'ai jamais dit que l'exil c'est bien. C'est une douleur énorme. Hein. Mais à partir du moment où on est en exil, on est comme Simon Abkarian, moi, c'est-à-dire on fait de l'exil quelque chose. Lui, il est bien, il joue bien, lui. Ouais, c'est ça. Mais Simon m'a fait beaucoup de cadeaux. Il m'a fait toute la tirade de l'exil. Elle était travaillée un peu, mais il inventait des fois. Et je pense qu'il a inventé des choses qu'il a dû entendre sa mère, son père, parce qu'il tient beaucoup à sa famille. Comme ça. Et il m'a fait il m'a dit un dialogue que je trouve le plus beau que tout. Et je pense que de toute la Méditerranée, il ne doit pas y en avoir un seul comme ça. Et sa phrase, c'est c'est ta mère qui a fait de moi un homme. Je pense que de toute la Méditerranée, personne n'a dit cette phrase-là. Rien que c'est pour ça, champion. Chapeau.